pour cette vidéo, je laisse la parole à Richard de Sèze à nouveau. Merci beaucoup Liselotte et merci à tous les auditeurs qui ne vont pas quitter immédiatement l'audition. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Philippe Chauvin. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire depuis des années en lycée, mais surtout vous conseillez plusieurs mouvements. Vous avez fondé le groupe d'action royaliste. Vous êtes membre du bureau politique de l'Action française. Allons-y tranquillement. Et je vous ai demandé de venir aujourd'hui, plutôt nous vous avons proposé de venir aujourd'hui pour nous parler de désindustrialisation. Pourquoi ? Nous en parlions tout à l'heure, l'usine Sopiquet a fermé juste avant Noël en décembre 2024. Vernet-Caron est en train de passer aux mains des Belges. ArcelorMittal a annoncé la délocalisation de plus de 1000 emplois. En fait, en même temps que le président Macron nous avait expliqué qu'il fallait se réarmer démographiquement, ce qui de la part d'un président sans enfant était un peu bizarre, en même temps qu'il appelle à un réarmement réel des militaires, Vernet-Caron est en train de s'en aller, on est en train d'être d'un côté assassiné, si j'ose dire, par les droits de douane américains. On est en train, en même temps, de nous expliquer qu'il faut réindustrialiser, mais cette réindustrialisation, Arnaud Montebourg en parlait déjà, en fait, ça fait 10 ans qu'on nous explique que la France doit retrouver un tissu industriel, mais ça fait 10 ans que les faillites se succèdent, que les grands groupes délocalisent, que les petites entreprises ferment et que les micro-entrepreneurs crèvent. Oui, effectivement, la désindustrialisation, ce n'est pas un mot seulement, c'est une réalité, une triste réalité qui ne cesse de s'accélérer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tentatives pour réindustrialiser ces dernières années, et je pense que le réarmement qui est en train de se faire peut être une occasion de réindustrialiser solidement. Mais moi, ce qui m'inquiète énormément, et je ne suis pas le seul, c'est de voir que l'emploi industriel continue à diminuer dans notre pays, de voir que l'emploi tertiaire est aussi menacé, par exemple par l'intelligence artificielle, de voir que l'emploi agricole lui-même disparaît, de plus en plus étouffé, étranglé par les normes, pas seulement environnementales d'ailleurs, mais normes sociales, les normes fiscales, etc., etc. Et la grande inquiétude, c'est de savoir ce que la France va faire de ses atouts. La France est le pays le plus... Je dis souvent à mes élèves, le pays le plus magique, entre guillemets, le plus magnifique du monde. D'abord parce que c'est le nôtre, évidemment, soyons chauvins, et surtout parce qu'il a de multiples atouts. La France, c'est un territoire immense, c'est 551 000 km² rien que pour la métropole, 675 000, si je ne m'abuse, pour l'outre-mer, avec l'outre-mer habité, 1 100 000 si on y rajoute l'outre-mer inhabité, et c'est surtout 11,5 millions de zones économique exclusive. Donc la France a des atouts immenses au niveau de ses façades maritimes, au niveau de ses paysages, au niveau de ses richesses, autant du sol que du sous-sol, sans parler de son patrimoine. Et aujourd'hui, on voit un immense gâchis dont l'industrie est, je dirais, la plus grande ruine, entre guillemets, encore visible, mais qui semble disparaître de plus en plus sous l'effet de la mondialisation, d'une globalisation et d'une réglementation européenne qui oublie souvent non seulement les entreprises, non seulement les intérêts du pays, mais aussi les hommes et les femmes qui font ce travail, qui font cette industrie, qui font aussi cette agriculture, etc., etc. Et ça, c'est une inquiétude, c'est plus qu'une inquiétude pour moi, de voir que la France a tout pour réussir, que la France a tous les atouts, mais qu'il manque la volonté politique et peut-être l'État qui permettrait à la volonté politique de s'exprimer de bonne manière. Alors, quand vous nous dites que la France a tous les atouts, on veut bien croire effectivement qu'il y a des minerais. On en parlait avec Ludovic Greyling il y a quelques semaines sur cette campagne d'acquisition de données pour mieux exploiter notre sous-sol. On a l'impression quand même que le tissu industriel a été entièrement saccagé depuis 10, 20 et 30 ans, et singulièrement par la grâce de notre bien-aimé président Emmanuel Macron, qui, lorsqu'il était, avant d'arriver au pouvoir, avait déjà contribué à démanteler une partie de ce qui restait du tissu industriel. Est-ce que véritablement on peut ressusciter ce tissu industriel ? Alors,
Oui et non. Je dirais que oui, on peut refaire un tissu industriel. Non, on ne le fera pas de la même manière. D'abord parce que les industries ont changé, que les temps ont changé, et que il faut retrouver aussi des savoir-faire que nous avons perdus. Mais je suis persuadé que si on prend le cas de la recherche sur l'énergie, de l'industrie énergétique, que si on prend le cas de l'industrie de fabrication d'armement, par exemple, si on prend le cas de la fabrication de l'acier et puis d'un certain nombre d'autres éléments qui servent aussi à la vie quotidienne, eh bien, il y a de quoi faire. Parce que nous avons encore des espaces pour installer des industries, nous avons encore une main-d'œuvre que l'on peut former, nous avons encore de nombreuses qualités. Et puis, alors, il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que nous avons la matière grise. La France est sans doute l'un des pays où nous avons la plus grande matière grise. Et c'est là, sans doute que je suis d'autant plus royaliste que je vois les péchés de la République et les désordres de celle-ci, parce que la République ne sait pas, je dirais, exploiter ou plutôt valoriser la matière grise. Je suis très frappé que nombre d'élèves que j'ai eu en classe préparatoire, à qui j'ai fait passer l'école en classe préparatoire, une fois qu'ils ont des concours, une fois qu'ils ont obtenu une grande école, etc., et qu'ils sortent de cette grande école, eh bien souvent ils sont recrutés par des entreprises états-uniennes ou autres. Pourquoi ? Parce que la France ne sait pas garder sa matière grise. Aujourd'hui, je crois que c'est plus de 100 000 jeunes qui partent, qui émigrent de France, et ce ne sont pas des jeunes qui n'auraient que peu de diplômes, c'est au contraire ceux qui sont les plus diplômés, ceux qui ont le plus de choses à dire, de choses à créer. Il faut quand même remarquer une chose, c'est que la plupart des inventeurs français, aujourd'hui, on les trouve à l'étranger. C'est quand même un paradoxe et ça rend furieux, ça rend malheureux aussi le professeur que je suis de voir que toutes ces intelligences, toute cette matière grise qui pourrait être un moyen de réduire notre dette, parce que si l'on invente en France, si l'on crée en France, si on industrialise, si on produit en France, eh bien évidemment on crée de la richesse, eh bien de voir que toute cette matière grise est aspirée par ceux qui se donnent les moyens de la valoriser, quand nous, eh bien, quand la République semble être trop tatillonne, et peut-être qu'il y a un état d'esprit républicain qui ne veut pas laisser la place aux jeunes intelligences, comme si les vieux barbons, si je puis dire, de la République sont bien contents d'être à leur place et refusent de voir leurs idées reçues remises en cause. Alors, cela dit, la République importe chaque année, volens-nolens, des centaines de milliers de personnes qui sont sans doute à même d'être des vraies chances pour la France. Alors, pour l'instant, il semblerait qu'effectivement, il y a quelques-uns qui peuvent venir apporter leur expertise. Je pense à des jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, mathématiciens, ingénieurs qui viennent d'Afrique du Nord ou d'Inde. Mais soyons clairs, ce n'est pas la majorité. Et je crois qu'il serait quand même beaucoup plus simple de garder ceux que nous avons formés. Je vais être très clair, la dette française, une grande partie de la dette française est liée à ce départ de la matière grise. Parce que la matière grise, c'est elle qui produit le plus de nouveautés, d'inventions, d'innovations, qui produit non seulement de la recherche, mais qui produit ce qui va être le fruit de cette recherche au niveau industriel ou autre. Et donc, le mieux, ça serait quand même de faire en sorte de garder cette matière grise. Si on arrivait à limiter l'émigration de nos jeunes intelligences de moitié, voire des 2/3, on résoudrait une grande partie de la dette française parce que, n'oublions pas une chose, nous investissons énormément sur la jeunesse, énormément dans les lycées, dans les classes préparatoires, dans les universités. Si c'est un investissement à perte, autant arrêter tout de suite. Alors, Jean-Philippe Chauvin, justement, les États-Unis de Trump, mais les États-Unis de Biden, les États-Unis de Bush et d'Obama ont l'habitude de repérer les talents et effectivement de les appeler à eux. On nous présente Trump comme étant quelqu'un qui est opposé à l'immigration. Il est surtout opposé à l'immigration de mauvaise qualité, mais lui et l'ensemble des gens de la Silicon Valley autour de lui sont tout à fait heureux de continuer à aspirer cette matière grise. Et comment peut-on lutter contre la puissance financière des États-Unis ? Est-ce que la France, dont vous nous avez dit, et c'était une belle profession de foi, qu'elle avait plein d'atouts, est vraiment capable de proposer à sa jeunesse de rester en France pour travailler avec des grandes entreprises ou des entreprises de taille moyenne, les ETI, ou même des PME, où une partie de la recherche se fait ?
Oui, je suis absolument persuadé, je ne suis pas le seul à en être persuadé, je le vois concrètement. Il y a une richesse incroyable en France de savoir, d'inventeurs, de connaissances. Il y a aussi des cadres, il y a aussi des universités, il y a aussi des professeurs qui peuvent valoriser ces jeunes intelligences. Non, là où le bas blesse, c'est que effectivement, les entreprises françaises, mais aussi la République, l'État ne donne pas sa chance à ces jeunes. Elles ne valorisent pas le travail, elles ne valorisent pas l'intelligence. Et il y a aussi peut-être une faute morale de la République. C'est que si vous lisez tous les manuels de géographie, les manuels de géographie sont beaucoup plus idéologiques encore que les manuels d'histoire. C'est quelque chose qu'on soupçonne peu, mais dans les manuels de géographie, si je prends le cas du manuel de première que j'ai actuellement, du programme de 2019, c'est la mondialisation qui est toujours vantée. L'herbe est plus verte ailleurs. En définitive, on crée dans nos universités, dans nos lycées, dans nos écoles, on crée l'idée que la France ne serait qu'un point de passage, où l'on pourrait naître, mais où l'on pourrait, dont on pourrait partir sans aucun inconvénients, sans aucun désavantage pour le pays qui a accueilli et qui a formé ces jeunes intelligences. Je crois que déjà, il y a un réarmement intellectuel, moral, national à faire. Rendons à nos jeunes l'idée que l'enracinement, ça compte, et qu'un enracinement de qualité en France, ça compte, y compris dans la mondialisation. Il ne s'agit pas de tout refuser. La mondialisation est un fait. Elle n'est pas forcément un bienfait. Mais ce qu'il faut en faire en sorte, c'est que dans le cadre de cette mondialisation, nous soyons assez forts pour l'affronter, pour relever le défi. Je dirais qu'il faudrait une nationalisation des esprits, une nationalisation au sens, je dirais, moral, spirituel, intellectuel des esprits, dans ou face à cette mondialisation. Alors, une nationalisation des esprits, mais pas du tout une nationalisation des outils de production. Au contraire. Alors, je pense que les outils de production, il doit y avoir quand même un certain contrôle de l'État. D'autant plus qu'aujourd'hui, certaines grandes entreprises, on a l'impression qu'elles s'émancipent de tous leurs devoirs nationaux ou même patriotiques, simplement patriotiques. Je pense qu'il faut qu'il y ait un État solide qui donne des directions sans être dirigiste quelque part. C'est un petit peu revenir, alors si je puis me projeter dans un passé qui commence à être lointain, dans un peu la stratégie Colbert, quelque part. Hein. La stratégie Colbert qui n'est pas de fermeture, mais qui est de, en gros, valoriser un certain nombre de qualités et faire ce dont on a besoin en France et ce que l'on peut proposer aussi au monde. Et je pense que la marque, entre guillemets, France, pour moi, la France n'est pas une marque, mais disons que la marque France, au sens industriel ou au sens, je dirais, commercial du terme, elle peut être valorisée si l'État veut bien s'en donner la peine. Il ne s'agit pas de nationaliser les entreprises, il s'agit de nationaliser l'esprit des entreprises d'une certaine manière, pour qu'elles puissent comprendre qu'elles ont une importance, elles ont des choses à apporter au pays, et qu'en même temps, si elles ont des droits, si elles vont toucher aussi des dividendes de cette action sur le territoire national, elles ont aussi des devoirs, et en particulier des devoirs sociaux à l'égard non seulement du pays, mais aussi de ses travailleurs. Je vais me faire l'avocat du diable, même si c'est une expression qu'on n'aime pas beaucoup sur Radio Courtoisie, mais on pourrait vous répondre, mais oui, mais la Macronie essaie de promouvoir cet esprit français de l'entreprise. Il y a tous ces congrès de la French Tech qui sont organisés. On essaie Choose France. Le problème, c'est qu'on n'en voit pas véritablement les effets, en fait. Tout à fait. Moi, je pense qu'il ne faut pas être manichéen. Il y a parmi la classe politique de droite comme de gauche des gens qui ont véritablement l'intention de servir le pays, de servir l'industrie. On a eu l'exemple avec Arnaud Montebourg qu'on l'a beaucoup moqué à une certaine époque quand il était arrivé en marinière avec son appareil d'électroménager, etc., etc. En fait, il a représenté quelque chose et puis il a assumé, puisque je crois qu'aujourd'hui il est producteur de miel, je crois, français et tout. Et puis, il y a même aujourd'hui autour de la Macronie des gens qui, comme je pense au député Rodwell, qui évoquent la réindustrialisation nécessaire, qui font des rapports, qui se battent pour cela. Et ce débat, ou ce souci, ce sujet, est d'ailleurs transpartisan. Donc, nous ne pouvons que le soutenir. Le seul souci, peut-être, c'est qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de verbes chez M. Macron et qu'il y a peu d'action. Et ça, c'est quelque chose
chose qui est quand même assez agaçant. Quand on prend le cas, par exemple, de l'industrie d'armement, je crois que c'est Vernet-Caron, qui aujourd'hui est en difficulté et qui ne va pas être renfloué par l'État au moment où on parle de réarmement, qui risque de passer sous le contrôle d'une autre société, alors que c'est la plus ancienne armurerie française, et qu'on nous dit armons, 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 réarmons, eh bien, on peut se dire que là, l'État ne joue pas son rôle. Et que entre le discours souvent en anglais d'ailleurs, ce qui m'agace un peu, parce que la langue française, c'est aussi un élément de l'influence française, du pouvoir d'influence. Appeler ça Choose France ou la French Tech, voilà, c'est vrai que c'est dommage. Il ne s'agit pas de parler de soft power, il s'agit de parler de pouvoir d'influence. Il faut déjà aussi reconquérir peut-être, là aussi, une certaine mentalité, un certain vocabulaire français. Vous êtes plein d'allant et plein d'espoir, et merci, mais en même temps, on se le disait tout à l'heure, Sopiquet a fermé, donc même si d'un côté le dirigeant de Total explique qu'il est normal que les entreprises qui ont fait des profits rendent à l'État ce que l'État leur a prêté, et c'était un discours assez nouveau, et on était plutôt content de voir que les très grandes multinationales prétendument françaises, même si leur capital l'est de moins en moins, finissaient par admettre qu'il y avait un réflexe patriote qui était de mise, et que l'État ne peut pas juste être une vache à lait, ne peut pas investir à fond perdu dans des gens qui décident de délocaliser. On se retrouve quand même avec donc ArcelorMittal qui délocalise ses services informatiques et délocalise toute la partie servicielle en fait de cette industrie. ArcelorMittal qui a déjà fermé des entités sidérurgiques en France. Donc le petit Sopiquet qui appartient aussi à un groupe étranger, une usine de moins de 200 personnes a fermé. Et est-ce que on peut quand même, je repose la question du début, avec tout ce que vous avez dit sur les chances que la France possède, est-ce qu'on peut imaginer que dans les campagnes, on va voir refleurir à nouveau des petites manufactures qui sont capables d'être des bassins d'emploi et non pas juste rêver à un nouveau Sochaux? Non, oui, tout à fait. Je pense qu'il faut recréer des écosystèmes. J'avais évoqué il y a quelques années la notion de redéploiement rural. Ce redéploiement rural, il se fait de manière agricole, il se fait aussi par l'habitat, il se fait aussi par le monde industriel. Des PME, des sous-traitants sont importants. D'ailleurs, ce qui est assez inquiétant parfois, alors là, à l'inverse, c'est que lorsqu'une grande entreprise ferme, c'est toute une série de micro-entreprises, enfin pas de micro-entreprises, de petites et moyennes entreprises, parfois de micro-entreprises, qui ferment aussi. Un grand emploi industriel qui disparaît, c'est 3 emplois, qui sont de petite industrie, de maintenance, de sous-traitance ou de services qui disparaissent. Et donc, je pense que oui, on peut recréer un tissu local, industriel, on peut, et je pense que justement, il y a une occasion. Il y a une occasion, c'est le réarmement. La politique de réarmement, elle donne une variété incroyable de matériel, de produits, au-delà des munitions, au-delà des armes même, et je pense que ça peut être l'origine d'un véritable redéploiement industriel dans notre pays. Est-ce qu'il ne faut... Alors, oui, il y a une relance. Chers auditeurs, nous sommes en train de recevoir Jean-Philippe Chauvin pour parler de réindustrialisation, la catastrophe de la désindustrialisation, mais la réindustrialisation, et nous recevrons pour l'addition Charles Danjou. Est-ce qu'il ne faudrait pas, Jean-Philippe Chauvin, revaloriser aussi justement tous ces métiers qui étaient rattachés à ces petites manufactures qu'évoquait Richard de Sèze? Aujourd'hui, on a la sensation que dans l'imaginaire collectif, il vaut mieux avoir un petit poste dans un très grand groupe renommé plutôt qu'un poste même hiérarchiquement supérieur dans une entreprise locale de province et qui d'ailleurs peut travailler ensuite pour ces plus grands groupes. Alors, je crois qu'effectivement, le problème, il se pose au niveau de l'éducation. Parce que si je vois l'éducation, si je vois les collèges et lycées, il faut bien admettre que le travail d'entreprise, le travail manuel, le travail de création n'est pas mis en avant. C'est aujourd'hui d'autres fonctions qui sont mises en avant. Je pense on a vu au moment de la restauration de Notre-Dame de Paris, on a vu comment la France avait des savoir-faire. Je connais des jeunes qui ont quitté de grandes fonctions, en tout cas des métiers qui leur rapportaient beaucoup plus, et qui étaient dans des grandes entreprises, pour devenir charpentiers, pour créer,
pour travailler avec le bois, avec le vivant ou avec la pierre. Alors évidemment, c'est très particulier, une restauration d'un grand monument. Mais je pense que ce qui a été possible avec l'exemple de Notre-Dame de Paris doit être possible aussi avec le monde industriel. Il y a plein de métiers qui nécessitent un véritable apprentissage. Non pas le fait de mouvements seulement mécaniques ou n'appartenant qu'à la machine. Et je crois que l'idée de créer, l'idée de refaire, l'idée de construire, l'idée de fonder, ça doit être une idée et un ensemble d'idées qui doivent être enseignées dans l'éducation nationale. L'éducation nationale, aujourd'hui, ne remplit pas son rôle de valorisation des intelligences qui peuvent être une intelligence intellectuelle, on va dire, mais aussi une intelligence des mains, une intelligence du travail manuel, une intelligence du corps par rapport à la matière. Et je pense qu'effectivement, il y a une véritable réforme intellectuelle et morale, si on peut raisonner ainsi, à faire dans et par l'éducation nationale. Est-ce qu'aujourd'hui l'éducation nationale est prête à cette espèce de révolution des savoirs et des connaissances en lien avec aussi le savoir et l'usage des mains ? J'en doute un petit peu. Aujourd'hui, elle est coincée, elle est bloquée par des tas de tabous d'une certaine manière. Et on a tellement dévalorisé le travail manuel, on a tellement dévalorisé le travailleur, on a tellement dévalorisé la dignité du travail, quel qu'il soit, qu'effectivement, la pente va être rude à remonter. Mais il faut le faire. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'il ne faut pas les tenter. Et je pense qu'on a, en tant que professeur, j'ai aussi un rôle d'entretien de cet état d'esprit, de pouvoir susciter, de vouloir susciter ce renouveau du travail, de la dignité du travail. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui est souvent mis en avant et que c'est compliqué de dire à des jeunes, le travail d'abord, l'effort d'abord va te construire plutôt que l'argent que tu gagneras. Or aujourd'hui, on met toujours l'argent, et il n'y a qu'à voir le nombre d'élèves qui voudraient gagner de l'argent facilement ou qui sont de plus en plus exigeants et qui ne sont pas prêts à passer par toutes les étapes des petits travaux avant que d'arriver à un emploi qui leur donne effectivement ce qu'ils souhaitent au niveau de l'argent. Mais on a l'impression que c'est presque un défaut étatique, parce que quand on écoute les ministres successifs, il faut à chaque fois bâtir des champions français. Il y a cette espèce d'obsession de la grandeur, d'obsession de la taille critique. Il faut en permanence être 10 000, 20 000, 100 000. Il faut peser sur la scène internationale. En fait, on a l'impression que la France a renoncé, en tout cas chez les élites qui sont censées organiser la production, qui sont censées gouverner la vie sociale, a renoncé en fait à la taille normale, la taille moyenne, la petite taille, la taille de la commune, et qu'on ne rêve que de géants, alors que la vie n'est pas faite de géants croisés à chaque rue. Mais il suffit de regarder justement les manuels de géographie. On ne parle que de la mondialisation et de sa forme urbaine qu'est la métropolisation. En définitive, hors de l'archipel métropolitain mondial, d'une certaine manière, point de salut, semblent nous dire les dirigeants actuels. Or, ils n'ont pas compris que la révolte des Gilets jaunes, c'était justement cette révolte du pays réel contre la métropolisation. Si on s'en prend aux vitrines, au commerce où on ne parle plus qu'anglais aux Champs-Élysées, c'est aussi parce que l'on veut reprendre possession du territoire d'une certaine manière, y compris du territoire mental français qui a été livré à la mondialisation, à tous les vents de la mondialisation. C'est très très intéressant de voir qu'effectivement ce pays réel a été abandonné. Les Gilets jaunes en un temps ont incarné cette révolte d'un pays réel qui demandait à la fois de la grandeur quand même, la grandeur du pays, parce que parmi les gens qui manifestaient dans les Gilets jaunes, il y avait beaucoup de gens qui étaient conscients que la France, ça comptait. Tandis que ceux qui nous parlent de métropole, de métropolisation, de mondialisation, sont souvent ceux qui oublient la France elle-même. Et donc, je crois qu'effectivement, il faut rendre à la France sa grandeur au sens étatique, au sens national du terme, et en même temps, comprendre que la France, c'est une pluralité de fonctions, c'est une pluralité de dimensions, c'est une pluralité de taille, et ce qui fait la richesse de la France, justement, c'est cette pluralité. Braudel disait:
la France est plurielle. Et oui, c'est pas la diversité telle qu'on nous la vend, dans le cadre de la métropolisation, de la mondialisation, c'est la pluralité, ce sont les différences qui comptent, et c'est aussi la volonté des hommes de créer véritablement à leur échelle quelque chose qui leur ressemble ou qu'ils peuvent dépasser, justement. Et il y a beaucoup plus d'initiatives, on le voit dans les petites et moyennes villes aujourd'hui, que dans les grandes métropoles qui, justement, se laissent aller au flot de la mondialisation et n'ont aucun intérêt à l'enracinement. Il y a plus de gens qui sont employés en fait par les artisans, les TPE et les PME que par les grands groupes en France. Tout à fait. Et en même temps, voilà, ce ne sont pas ces emplois-là qui sont valorisés, et au contraire même, on a l'impression, comme vous le signaliez au début de cet entretien, que l'État multiplie les tracasseries administratives, qui fait que développer l'emploi dans les territoires est en fait un parcours du combattant. Alors, non seulement c'est un parcours du combattant, mais on a l'impression que tout est fait pour empêcher les petits de grandir quelque part, ou d'exister. Et c'est un vrai problème, justement parce qu'il y a cette logique du plus grand. Il y a cette logique il faut faire des FTN, des firmes transnationales, que moi j'appelle les FCT, firmes capitalistiques transnationales, parce que ça serait plus réaliste. Et on le voit bien dans l'automobile, par exemple. On veut faire des géants, on veut faire des sortes de mégalopoles industriels. Or, le temps des dinosaures, il va passer. Il est bien évident que la mondialisation, que cet archipel métropolitain mondial, etc., il est en train de craquer d'une certaine manière. Et il ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est pour ça que les chocs que nous voyons dans la mondialisation sont peut-être l'occasion de dire il y a une autre voie que cette mondialisation libérale ou autre. Il y a la voie du respect du travail, il y a la voie de la dignité du travailleur, il y a la voie de la fondation, il y a la voie de la création, il y a la voie, je dirais, de la convivialité nationale, de la convivialité provinciale, de la convivialité communale qui permet de donner un sens à sa vie. En un moment où tant de jeunes cherchent à retrouver un sens à la vie, au-delà des puissances d'argent, parfois contre les puissances d'argent, je pense que justement le message des royalistes, de l'Action française, il est très clair de ce côté-là, il est de revitaliser, il est de reconvivialiser, il est de renationaliser l'ensemble français. Et Marine Le Pen, lors de la dernière campagne présidentielle, avait un projet d'un fonds souverain français doté de plusieurs centaines de milliards d'euros qui était censé en fait être un outil étatique pour faire en sorte de ressusciter une industrie, et pas uniquement des champions, mais aussi des petites industries. Et est-ce que c'est une bonne idée en soi ? Pourquoi pas ? Je pense que si l'on peut... tout ce qui peut permettre, je dirais, à la France de retrouver des industries de toutes les tailles dans le pays, il faut le prendre, il faut essayer. Est-ce que ça sera suffisant ? Je ne sais pas, parce qu'il faut une volonté à long terme. Et aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a l'impression que la France ne vit qu'au rythme des élections présidentielles. Je suis quand même assez surpris, enfin non, pas surpris, mais cette surprise est tout à fait feinte pour un vieux royaliste comme moi qui ai vu quand même depuis plus de 50 ans tant de choses se passer, mais de voir que hier, tous les médias disaient « ça y est, c'est le début de l'élection présidentielle ». On est en 2025, on parle de 2027. Où parle-t-on de la France ? On parle de la prochaine présidentielle. Et cette absence de continuité de l'État, cette absence de prise en compte du sens de l'État, plutôt que de donner, de verser dans les clientèles, dans le clientélisme, on ferait bien de penser à l'État et à ce qu'il peut faire pour les Français, et inversement aussi ce que les Français peuvent faire pour cet État. Moi, je suis absolument effaré de voir qu'il n'y a aucune continuité ou esprit de continuité dans la politique de nos politiques. Alors, il n'y a pas de continuité, mais en même temps, on voit apparaître depuis 2-3 ans le mot souveraineté qui avait disparu, au même titre que patriotisme et nationalisme. Ça faisait partie des vocabulaires qui sentent mauvais. Et là, on nous parle de souveraineté pharmaceutique. Ça tombe bien, il y a une usine qui vient de fermer, que Macron avait inaugurée il y a 4 ans. On nous parle de souveraineté alimentaire. Ça tombe bien, on vient de signer des traités de libre-échange qui vont permettre de ruiner un peu plus les agriculteurs. On nous parle de réarmement. Ça tombe bien, il n'y a plus d'industrie de l'armement, ou en tout cas, on est en train d'en saborder encore quelques vaisseaux. Et est-ce que cette souveraineté que la République prétend se réattribuer et réaffirmer pour la France est possible, ou est-ce que, au contraire, la mondialisation et ceux qui nous dirigent font en sorte que cette souveraineté est à jamais inatteignable ?
La souveraineté est possible, l'indépendance est possible, mais pour qu'il y ait une souveraineté nationale digne de ce nom et pérenne, il faut un souverain, il faut un État souverain, c'est-à-dire quelqu'un ou une forme d'État qui puisse ancrer véritablement son action dans la continuité. J'avais été très marqué il y a une quinzaine d'années par une formule de Michel Serres qui expliquait que si l'on voulait mener une politique à long terme pour l'État, il fallait au moins 20-25 ans. Eh bien moi je suis pour un État à perpétuité d'une certaine manière, un État, une continuité à perpétuité qui permette justement d'incarner la souveraineté, d'être la souveraineté et de dire aux autres comme aux nôtres quelque part que le souverain, eh bien, c'est important. Le souverain, c'est nécessaire. Le souverain, c'est ce qui permet l'indépendance d'un pays. Et je parle de souverain au sens de l'État souverain, mais aussi du souverain qui pourrait l'incarner. Voici que tous les principes ont été bien établis. On a parlé aussi de toutes les faillites et de tous ces désespoirs. Est-ce qu'il y a un ou deux exemples d'industrie ou d'industrialisation réussie récente ? Il y en a sans doute quelques-uns, j'en ai pas comme cela à vous donner, si ce n'est des petites expériences ou des petites entreprises. Il y a quelque part en Haute-Marne une petite industrie, une petite entreprise qui s'est créée autour de la protection des engins de protection, enfin des vêtements de protection des militaires, des soldats, et qui au début a commencé à quelques-uns et aujourd'hui ils sont, je crois, à près d'une vingtaine de salariés. Voilà l'exemple d'un toute petite entreprise qui progresse. Je pourrais citer aussi le cas d'une petite entreprise de lainage, de pull, c'est peut-être moins stratégique, mais qui, à côté de Dinan, eh bien, aujourd'hui devient de plus en plus importante, devient de plus en plus, je dirais, s'inscrit de plus en plus dans le territoire et commence à créer autour d'elle quelques emplois. Cela semble être des tout petits éléments, mais cela mis bout à bout, ce sont des exemples qu'il faudrait valoriser. Il est dommage qu'aujourd'hui, il ne soit pas valorisé dans l'actualité française économique. Et puis vous parliez de continuité, Jean-Philippe Chauvin, on pourrait s'intéresser aussi à la façon dont ces entreprises, souvent familiales, ont aujourd'hui du mal à se transmettre, mais ce sera encore un vaste sujet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Et puis on le sait déjà, donc on vous réinvitera pour poursuivre cette discussion. Merci. Jean-Philippe Chauvin, et puis à très bientôt.